Je vais très bien. Pour moi et mes proches, la situation représente aucune différence particulière. Dans mon milieu, sur un plan personnel, personne n'est atteint. En fait, je dirais même que, ben, pour ma part, j'ai euh, donc vécu cette transition assez rapide là, dans laquelle on s'est retrouvé collectivement d'une manière assez indolore, au sens où j'y voyais plutôt un phénomène médiatique au début. Il y a eu le H1N1 il y a quelques années auquel tout ça me faisait penser. Je me disais que ça allait bien s'estomper, et surtout que les premières informations nous venaient d'Asie, donc tout ça, tout ce foyer était tellement éloigné que je ne me sentais pas bon, personnellement très concerné. Et aussi, je dirais qu'on est tellement habitué, je vais me référer à Guy Debord, là, on est tellement habitué à voir ce qui se passe dans les médias comme nous concernant d'une manière très générale ou ne nous concernant pas du tout, hein, comme étant quelque chose de séparé, hein, ayant lieu sur une sorte de scène qui est celle, au fond, des puissants, hein, de ce que les puissants nous disent d'aimer, de ce qu'ils nous proposent en termes de divertissement, en termes d'enjeux, en termes de préoccupations. Bon, qu'au début, bon, j'étais assez distant là, quant à tout ça. Et peu à peu, bon, la vague a commencé à nous gagner, c'est-à-dire qu'il y a des incidences directes dans nos milieux, des comportements, des directives, des inquiétudes aussi. Les gens réagissent pas de la même manière à la nouvelle, qui font qu'on s'en préoccupe. Et, bon, j'ai passé le stade où je regardais tout ça de loin en étant affairé à toutes sortes d'activités qui me semblaient bon, plus importantes. Et je conçois qu'il s'agit d'un problème là, de santé publique majeur. Ce que je conçois aussi, c'est que si on en fait politiquement et médiatiquement un problème de santé majeur, c'est aussi parce que les membres de la classe dirigeante sont autant exposés aux problèmes que les autres. C'est pas ce qu'on aurait, c'est pas ce qu'on pouvait pas dire, ce n'est pas ce qu'on pouvait dire de l'Ebola, par exemple, il y a quelques années. Il est assez paradoxal de voir tout d'un coup des gouvernements, après des décennies de capitulation en ce qui concerne la santé publique et le bien commun, tout d'un coup se rappeler des prérogatives en la matière, s'ériger en chef d'orchestre, assigner des ordres, des directives pour le bien général, faire preuve d'autorité, avoir à cœur la santé des gens, réfréner le capital, ce qui est quelque chose de presque inimaginable hein, dans un monde néolibéral, capitaliste, effréné, où les multinationales, les banques ont le haut du pavé le plus souvent. Et on croit un peu rêver. Enfin, il y a eu les premiers jours, en tout cas du point de vue des gens qui ont une critique de l'État bourgeois, un problème de crédibilité. Là. Tout d'un coup, on se demande qui c'est cet Emmanuel Macron, ce François Legault, ce Justin Trudeau qui ont à cœur la santé publique, alors qu'on laisse les grandes entreprises dans le domaine agroalimentaire pourrir la santé des gens depuis des décennies. Je pense à la malbouffe, je pense aux OGM, je pense au glyphosate, je pense, bon, on laisse la grande industrie qui est absolument vorace en matière de pétrole, de gaz, exposer les nappes phréatiques, l'atmosphère à des transformations hein, liées à l'entropie, hein, à la production de déchets massives, euh, de sorte que notre environnement, non, au sens anthropocentrique, là, c'est le lieu qu'on habite, devient une menace pour nous. Bon, donc tout d'un coup, voir cet État se rappeler qu'il pourrait jouer ce rôle-là, être souverain même face à la finance, face à la grande industrie, euh, être aussi une sorte de guide social, hein, parler haut, parler fort, devenir paternaliste, même essayer de l'être.
c'est assez étonnant, quoi. On a l'impression tout d'un coup de voir un mauvais film parce que ces gens ne sont pas habitués à jouer ces rôles. On n'est pas Charles de Gaulle qui veut, là. Donc, la raison, enfin, la raison, c'est simplement qu'on est face à une pandémie qui affecte, atteint, menace toutes les classes sociales. Donc, on parle là d'un virus qui ne connaît pas les classes sociales, ne connaît pas les territoires, ne connaît pas les nationalités, les ethnies, toutes les catégories qui fondent la hiérarchie sociale sont tout d'un coup là mises à mal. Ce qui ne veut pas dire que on n'est pas du tout dans un rapport de classe face à ce problème-là, parce que bien évidemment, les multinationales ont une trésorerie qui leur permet d'encaisser le choc beaucoup mieux qu'une PME. Bien entendu, les artisans sont plus vulnérables que les boursicoteurs. Bien entendu, dans la façon, en quelque sorte, de réagir au problème, quant à l'impact du problème, on ne se situe pas au même niveau. Il y a aussi un phénomène aléatoire. Selon la fonction qu'on occupe dans la société, cette crise-là peut être parfois rentable et le plus souvent source de problèmes, là, mais si on travaille dans le domaine de la distribution en ligne, là, probablement qu'on fait des bonnes affaires ces jours-ci, mais si on est dans le domaine de la restauration, c'est plus compliqué. Bon, donc on est face à un problème où il y a un problème de classe sociale qui se pose encore, il y a un enjeu lié aux classes sociales qui se pose encore, mais parce que ce virus-là, dans sa manifestation, menace autant menace tout le monde, quoi. Menace tout le monde et tout le monde a une ampleur qui est difficile à saisir et qui frappe l'imaginaire. Là, on n'est plus dans une sorte de soumission du monde aux théories marchandes et comptables du capital, mais on est face à un phénomène qui stimule l'imaginaire et qui peut le stimuler même pour le pire, par rapport au pire. Force est pour le pouvoir tout d'un coup d'adopter le pouvoir politique et l'establishment financier industriel d'adopter une attitude, une pose, hein, une posture auquel on n'était pas du tout habitué. C'est vraiment là qu'il y a un changement et il y a un problème de crédibilité parce qu'à un moment donné, il faudra faire preuve d'autant de sérieux quant à l'industrie pétrolière et ses conséquences, quant à la façon dont les constructeurs automobiles et les entreprises pétrolières nous ont façonné un monde, hein, notamment par l'étalement urbain, hein, et aussi par rapport à la malbouffe et à l'agriculture intensive. Notamment, je cite seulement 2 dossiers, il y en aurait toute une liste là, si on s'intéresse vraiment à la santé publique. Les autorités politiques n'ont pas de pouvoir sur les paradis fiscaux d'un point de vue formel. Et c'est bien le problème. Les paradis fiscaux sont considérés, sont reconnus par les États traditionnels comme étant des souverainetés, pouvant librement voter des lois, donc créer des sociétés de droit, hein, de chez eux, et donc permettre la création d'entités qui bénéficieront de l'opacité, hein, administrative, de l'ultra-permissivité en ce qui concerne la réglementation à tous égards, et bien sûr de la clémence fiscale. Donc les Bermudes, les Bahamas, la Barbade, les îles Vierges britanniques, le Panama, le Luxembourg, la Suisse, les îles Marshall et j'en passe, peuvent librement voter des lois qui permettent aux multinationales, surtout, aux particuliers nantis aussi, et aux PME parfois, de créer des structures sœurs, des clones, des entités dans le monde qui vont dans l'opacité, dans la distance, hein, en étant hors de portée de l'État traditionnel, euh, gérer, administrer leurs affaires dans une espèce de no man's land, quoi. Bon, dans une espèce de non-lieu. Bon, euh, l'État québécois, par exemple, ou les autorités politiques fédérales au Canada, pour citer un exemple qui nous concerne, n'ont absolument aucune prérogative en ce qui concerne ce que continuent de faire les Bermudes, le Panama, les Bahamas, en ce qui concerne leurs lois, en ce qui concerne l'administration des structures qui officiellement existent sous leur autorité.
Donc, il est toujours possible aujourd'hui pour les grandes multinationales, c'est un jeu d'enfants qu'on enseigne au HEC, par exemple, à Montréal, de profiter de l'ultra-permissivité qui est prévue par ces législations-là pour créer des structures, ouvrir des comptes bancaires, mener officiellement des opérations qui se produisent à l'abri des États traditionnels. Et les États traditionnels, eux, de toute façon, ont imité depuis longtemps ces législations de complaisance-là dans des secteurs précis, les mines pour le Canada, les brevets en ce qui concerne l'Irlande et le reste. Quoi. Bon. Évidemment, aujourd'hui, on en mesure le coût. Et comme en toute chose, de toute façon, je veux dire, dans mon travail avec Éco-Société, il m'a semblé important de souligner que dans un très grand nombre de cas, hein, dans un très grand nombre de contextes sociaux, la question des paradis fiscaux se pose. Elle se pose par rapport au transport en commun, elle se pose par rapport au logement, elle se pose par rapport au financement des universités, elle se pose par rapport à la culture, elle se pose par rapport aux services publics, par rapport aux services sociaux, ainsi de suite. Et aujourd'hui, évidemment, qu'elle se pose d'une manière dramatique. Parce qu'on aurait besoin là, d'un État fort, parce que tout d'un coup, là, l'État découvre qu'il a des prérogatives en matière sociale, en matière de santé publique. On aurait besoin d'instruments, d'infrastructures, de personnel formé, d'un système qui est ancré, qui est solide, qui est prêt à réagir. Et évidemment que pour ce faire, il faut le financer. Et que pour que l'État lui-même ait ce rôle symbolique qu'il cherche à se donner, si on est social-démocrate, c'est un point de vue social-démocrate que j'aborde, disons, par convention, parce qu'on peut ensuite être révolutionnaire, souhaiter un autre type d'État, et c'est tout à fait légitime. Mais là, si on reste dans un ordre là, de discussion, de réflexion plus, au fond, plus immédiatement contemporain et réaliste. Là. Si on avait maintenu cet État plus ou moins keynésien qu'on commençait seulement à construire dans les années 1960 et 1970, mais là, on aurait cet État qui non seulement a des infrastructures sur un plan pratique et matériel et sur le plan des compétences et du personnel, mais qui aurait sur un plan symbolique une autorité, celle qu'il essaie de se redonner ces jours-ci d'une manière un peu pathétique, là, pour justement composer avec le capital, composer avec des acteurs sociaux qui ne l'écraseraient plus, parce qu'il aurait fait en sorte de garder des leviers importants. Et la fiscalité en est un de choix, puisque non seulement il permet à l'État de se financer, et donc de financer des services publics, et donc d'exister sur un plan imposant. Mais il constitue aussi sur un plan symbolique une forme au fond, de respect de soi, quand il s'agit de considérer au fond, l'État social, si on peut enfin un jour commencer à l'élaborer, comme étant au fond une voie valant pour une pensée collective sur des choix de société qu'on juge nécessaires et féconds. Donc, si l'État arrive à imposer le capital, il arrive aussi à se présenter symboliquement comme étant une instance valant au titre de ce qui est pertinent publiquement, valant au titre d'un principe ou d'une notion qui est celle de bien commun. Et aujourd'hui, on mesure à quel point, si on reste dans le réalisme politique des débats politiques des 2 derniers siècles, là, disons, on réalise à quel point cet aspect fait cruellement défaut. Euh, je dirais oui sans emballement, disons, peut-être parce que je me fais vieux, mais je dirais qu'il y aurait comme 2 marges à considérer. Donc, une marge donc, pessimiste, une marge optimiste, puis en se disant que les choses vont évoluer entre les deux. Donc, ça ne m'intéresse pas de donner une réponse au fond positive, là, au sens où on va prédire ce qui va se passer. Bon, mais la lecture pessimiste consisterait à dire que euh, le confinement qui est un confinement relatif, parce que dans ce confinement-là, il y a quand même un acteur extrêmement présent que sont les médias, la télévision. Euh, dans ce confinement, il y a le télétravail, donc on continue de coexister dans la position de l'ermite de Mars, comme aurait dit Günther Anders. Donc, dans cette réalité-là,
si on est pessimiste, disons, adoptons par convention ce point de vue-là, on peut se dire que les sujets sociaux, les acteurs sociaux, les gens, bon, dans leur diversité, vont simplement accentuer ce qu'ils sont déjà. Ceux qui aiment les jeux aux échecs vont jouer aux échecs, ceux qui sont paranoïaques paranoïeront, ceux qui aiment la cuisine cuisineront, ceux qui aiment la comédie humaine de Balzac se vautreront dans les derniers romans qu'ils n'ont pas encore lus. Bon, voilà, il y aura comme une tendance à être et à faire ce qu'on fait déjà. Bon, en étant maintenu dans l'illusion que les choses vont revenir comme avant. Bon, c'est ça qui reste au fond la toile de fond hein, du discours public actuel. On dit, bon, c'est une parenthèse, serrons-nous les coudes, vivons ça comme, comme un moment épique hein, que nous partageons et puis nous en parlerons plus tard à nos enfants comme de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs, en tout cas comme des souvenirs. Quoi. Si je dis ça d'une manière, bon, si j'adopte cette position pessimiste-là simplement pour réfléchir au problème, c'est simplement parce qu'il est arrivé même de notre vivant assez souvent des situations de crise comme ça où on s'est dit, ah, plus jamais, ça sera plus jamais pareil. Hein, le verglas au Québec en 1998, on s'est dit, ah, on a redécouvert la solidarité, après ça, jamais on oubliera, on va établir des ponts, des liens, on va redécouvrir bon, le plaisir des veillées, bon, est-ce que ça a tellement perduré? Bon, il y a souvent comme ça des situations de choc qui donnent à penser que tout va changer et au fond, on ne fait que s'accentuer dans ce que nous sommes. Ça, c'est la version pessimiste. Mais la version optimiste, hein, si on veut la prendre radicalement, c'est de dire qu'on est confronté là, à quelque chose de tout à fait percutant sur un plan symbolique. Au-delà des considérations plus scientifiques et médicales sur le virus, sa cause, sa source, son importance, son ampleur, sur les remèdes, les antidotes, ainsi de suite. Au-delà de cette question-là qui est absolument cruciale aujourd'hui, il ne s'agit pas de minimiser, mais qu'il ne s'agit pas non plus d'hypostasier. Au-delà de cette question-là, il y a tout un ensemble de phénomènes psychologiques, sociaux qu'on voit et qui consistent pour les imaginaires, là, à lire l'histoire dans laquelle nous sommes, enfin sur le temps long. À lire l'histoire sur le temps long, c'est-à-dire à se rappeler les épidémies passées. Là, ça, on remonte jusqu'à la grippe espagnole, puis la malaria, puis à des séquences européennes où les populations évoluent en accordéon. Là. À voir tout d'un coup, on sent là tout d'un coup que les gens ont un sens de l'histoire qu'on ne soupçonnait pas. Tout d'un coup, qu'on est capable de se rappeler des grandes crises, hein, la lèpre. Bon, on se rappelle des moments comme ça, on sait que ça a existé. Tout d'un coup, on n'est plus simplement dans son petit quotidien, on sait qu'on fait partie d'un temps. Bon, et comme on est capable de faire preuve d'imagination par rapport à ce passé-là, on est capable de voir l'avenir aussi sur cette échelle, sur le temps long de l'histoire, comme dit Fernand Braudel. Et tout d'un coup, on est capable de voir un avenir qui n'est pas radieux du tout. Parce que cette échelle du temps-là qui s'impose à nous, tout soudainement, parce qu'un virus, puis une épidémie, puis une pandémie renvoient à des souvenirs vraiment enfouis dans notre culture, euh, ce phénomène-là nous amenant à penser les choses sur un temps long, tout d'un coup, on est amené à penser l'avenir. Puis on se rend bien compte que notre avenir n'est pas radieux. On se rend bien compte que le régime dans lequel on est, c'est simplement un effet de cause de conséquences là, logiques, psychologiques et intellectuelles. Ce n'est pas nécessairement le virus qui est en cause, mais il déclenche cet imaginaire-là où on se dit, mais vers quoi on s'oriente? Surtout que cette crise-là qu'on traverse, ce n'est pas du tout la première. Là. Dire, là, il y a eu quand même l'Ebola, des feux de forêt, des ouragans, des tsunamis. On voit bien là, qu'il y a les crues qui atteignent des seuils incroyables, des espèces qui disparaissent, des forêts qui rapetissent, le sol qui s'érode, les glaciers qui fondent. On voit bien qu'on rentre, sans parler de l'énergie, c'est-à-dire qu'on est en train de chercher du pétrole à 3000 mètres sous les eaux, à racler les fonds de tiroir en ce qui concerne le gaz, à pulvériser des territoires entiers pour aller chercher quelques morceaux d'or. Donc, on voit bien qu'on rentre dans un monde là, qui est à bout de souffle. On voit bien que le 21e siècle marquera un changement de paradigme. Si on se laisse un petit peu, si on accepte de s'exposer à tout ce que déclenche au fond dans l'imaginaire cette crise. Et on voit aussi que cette mondialisation capitaliste qui met en relation finalement tout le monde,
dans un appareil de production qui est tout à fait, qui commet l'hubris, là, qui est complètement démesuré. On voit bien que tout cet ensemble d'enjeux qui convergent, là, qui se posent de manière concomitante, nous amène à penser l'avenir d'une manière certes inquiète, mais je pense que cette inquiétude-là n'a pas à être absolutisée, là. Mais en tout cas, nous amène à penser l'avenir, enfin, déjà d'une part, et d'autre part, de penser l'avenir comme étant, au fond, la perspective de rendez-vous très important avec l'histoire, en termes de défis, en termes de changement de paradigme, en termes d'approche, en termes et cela, pour donner une réponse, enfin, une réponse qui trouve un terme, là, cela se traduisant par au moins deux types au fond, de pratiques, c'est-à-dire une régionalisation de la politique. Là, où on se dit, ben là, il faut s'organiser entre nous, il n'y aura pas toujours le marché entre nous, il ne s'agira pas toujours de vendre des patates en gros à des gens qui vont nous permettre d'avoir de l'argent pour acheter dans un Walmart dont on a besoin qui sera fabriqué en Chine. On va essayer de fabriquer, de s'organiser entre nous. Donc, il va y avoir une régionalisation de la politique. L'économie, pour moi, n'est que politique, donc, d'une part. Et d'autre part, il y aura un changement dans les pratiques domestiques, là où tout d'un coup, on va découvrir les vertus du potager, du bricolage, du jardinage, donc de la réparation, de l'entretien, et puis du travail à la maison, quoi, ou dans des communautés vraiment très petites, sans oublier nécessairement des échelles plus larges en ce qui concerne, je sais pas, l'hydroélectricité ou des enjeux comme ça qui supposent qu'on s'y prenne autrement, là. Mais il y aura en tout cas, effectivement, un choc suffisamment grand pour stimuler les imaginaires en ce qui concerne un avenir politique tout à fait autre et de moins en moins capitaliste.